Il n'y a pas de honte à faire des erreurs, mais il y a une honte à refaire des erreurs qu'on a déjà faites. Les mauvaises nouvelles, il faut les partager rapidement. Cette transparence-là, cette humilité est certainement la clé du succès. La réussite d'une entreprise, ce n'est pas la temporalité d'un CEO, ce sont des temporalités de CEO qui se succèdent. Se réveiller la nuit et se dire « tiens, j'ai une usine qui est bombardée dans un environnement de guerre ». Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Philippe Felten, qui est le CEO du groupe Schreder. Schreder, c'est une entreprise belge familiale née à Liège en 1907 qui s'est spécialisée dans l'éclairage extérieur depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a été désignée entreprise de l'année 2024. Elle emploie aujourd'hui 2700 personnes dans plus de 40 pays et réalise un chiffre d'affaires de 565 millions d'euros. Leurs solutions d'éclairage illuminent des lieux emblématiques comme les Champs-Élysées, la Mecque, le Colisée à Rome, l'Atomium. Schreder ne se contente plus de fabriquer des luminaires, l'entreprise développe des solutions digitales intelligentes qui transforment l'éclairage urbain en infrastructures connectées, intégrant des capteurs pour la gestion du trafic, du parking et de la sécurité des villes. Philippe est un leader humble et authentique, animé par une vision long terme, héritée de son expérience dans les entreprises familiales. Il a occupé le rôle unique de chairman de 18 entreprises simultanément au sein d'un groupe coté. Sa philosophie, faire grandir les équipes, partager le pouvoir et construire dans la durée, plutôt que de chercher la gloire personnelle. Avec Philippe, nous parlerons de la gestion de crises inattendues, comme le bombardement de leur usine en Ukraine et l'impact des tarifs douaniers américains. Nous évoquons aussi ce qui fait le succès d'un CEO, l'importance de la transparence et de l'humilité, et les particularités de la gouvernance d'une entreprise familiale à la 4e génération. Philippe nous partage également sa vision du leadership moderne, un leadership qui ose déléguer, qui crée un espace pour la créativité et qui se met au service de la transmission plutôt que de la personnalité du dirigeant. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Philippe Felten, je suis donc le CEO du groupe Schreder. Alors j'ai un parcours au départ d'ingénieur, je suis quelqu'un qui est au départ plutôt curieux de nature et donc intéressé à comprendre les mécanismes élémentaires du fonctionnement de l'industrie ou de l'électrotechnique. Et donc je suis un ingénieur électromécanicien à la base, mais très vite il me fallait une finalité à ces produits ou à cette compréhension technologique. Et en fait, dès le départ, j'étais vraiment très intéressé par l'application, c'est-à-dire en quoi la technologie pouvait délivrer une valeur pour un client. Quelle était cette valeur et comment est-ce qu'on pouvait positionner cette valeur au mieux pour le client. Et donc, j'ai toujours, dans ma carrière, mis un point d'honneur à lier technologie avec avantage de marché ou différenciation. Et en tout cas, de quelle façon la technologie peut vraiment apporter un plus à un client et pas simplement être une commodité, je dirais. C'est d'essayer d'apporter vraiment une fonctionnalité qui est unique, qui est particulière. Et bon, la technologie permet évidemment de construire des value propositions intéressantes autour de cela. Donc ma carrière a commencé au départ comme un ingénieur de développement dans les équipements de distribution d'énergie électrique moyenne tension chez Schneider Electric. Et puis ensuite, je suis passé assez vite à la vente. À 27 ans, j'avais la responsabilité de l'ensemble d'une activité de commercialisation d'équipements de distribution d'énergie électrique sur le marché allemand. Et donc j'ai déménagé, j'étais en Allemagne, vendre des produits français sur un marché allemand face à des concurrents souvent germaniques. Donc c'était quand même une approche culturellement intéressante. Et Schneider Electric m'a permis vraiment de satisfaire ma curiosité d'ingénieur dans le sens où tout le monde a besoin d'énergie électrique pour son activité industrielle. Et en tant qu'ingénieur, j'ai pu me balader dans des sites très variés, que ce soit des centrales nucléaires, de l'industrie sidérurgique, les chemins de fer, de l'industrie parfois moins lourde comme la logistique, mais toute industrie qui a besoin de puissance électrique et qui a besoin de la distribuer au mieux. Et donc ça satisfait certainement ma curiosité d'ingénieur parce que les postes de transformation électrique sont souvent au cœur de ces usines. Et ça m'a permis de découvrir tous des environnements industriels que je n'avais peut-être pas vus par le passé. Ensuite, là, quand j'ai eu 32 ans, j'ai vraiment eu envie de rejoindre la petite entreprise en disant que finalement j'avais envie de participer directement au pouvoir de l'entreprise et à la prise de décision. Et évidemment, un constat assez simple, c'était que dans des grandes entreprises, il fallait quand même gravir quelques échelons. Et que dans une entreprise plus petite, il était peut-être plus facile d'atteindre ces niveaux de pouvoir ou de décision
et d'y participer et d'avoir une influence en y rentrant plus rapidement. Et donc, à 32 ans, j'ai rejoint une entreprise basée à Liège qui s'appelle BEA, qui était à l'époque toute petite et qui avait une ambition qui était de devenir le leader mondial de la détection d'ouverture et de sécurisation des portes automatiques. Ce sont les portes que vous rencontrez à l'entrée d'un magasin, d'un aéroport, d'un hôpital. Et en fait, le fondateur m'a engagé à l'époque comme directeur commercial en me disant, voilà, j'ai une technologie qui fait ses preuves, mais avant de mourir, je veux voir mes capteurs sur les portes automatiques du monde entier et je veux être le leader dans ce domaine-là. Et c'est un travail qui nous a pris plus de 20 ans. Et c'est une aventure exceptionnelle puisqu'on a démarré d'un tout petit bureau d'études avec moins de 50 personnes pour atterrir avec une société à plus de 700 personnes avec un chiffre d'affaires très impressionnant et une rentabilité aussi très impressionnante, société familiale qui a grandi aussi à l'export et principalement sur les marchés américains, asiatiques et européens. Et durant ces 15 ans, j'ai été à la fois le directeur commercial d'abord, le CEO ensuite, et puis après le chairman de l'entreprise pour l'amener à sa destinée qui fait qu'aujourd'hui, conformément aux desiderata de son feu fondateur, on peut dire qu'en Europe, presque 65% des portes sont équipées de ces capteurs fabriqués à Liège. Aux États-Unis, plus de 85% des portes sont équipées de ces capteurs fabriqués à Liège. Et même encore aujourd'hui avec mes enfants, c'est une véritable fierté que de parfois passer dans des sites et de se lever la tête en passant des portes automatiques en se disant un capteur belge sur une porte ici au Japon, c'est juste magnifique. Et effectivement, on peut dire que ces capteurs détectent des millions de personnes par jour et permettent à ce trafic de se faire sans accident, en respectant l'économie d'énergie du bâtiment et surtout sans entrave aux piétons qui les traversent. Et je pense que tu m'as un jour expliqué que tu as réussi à faire de quelque chose qui pouvait sembler secondaire une pièce de choix essentielle pour le client final. Oui, tout à fait. Donc, au départ, dans cette industrie de la porte automatique, le capteur est vraiment vu comme étant un petit accessoire qui déclenche son ouverture ou sa fermeture. Et donc, c'est un outil électrotechnique auquel on n'attribue pas trop d'importance, comme un switch qui détecte un mouvement et qui ensuite doit simplement donner un ordre d'ouverture ou de fermeture à la porte. En fait, nous, on s'est rendu compte que c'était vraiment les yeux et les oreilles de la porte et qu'en fait, en fonction des normes, en fonction des accidents qu'on rencontrait sur les sites, il y avait un vrai pouvoir de développement de ces technologies pour faire en sorte qu'on ouvre la porte qu'au bon moment, qu'on ne l'ouvre quand c'est vraiment nécessaire, mais surtout qu'on la ferme sans prise de risque sur des piétons. Et on sait qu'aux États-Unis, notamment, des accidents de ce type-là ont des conséquences juridiques, notamment pour les grands magasins comme Walmart ou Toys R Us, etc., des conséquences importantes sur le plan de la responsabilité civile. Et donc, on a réussi non seulement à diminuer le risque d'accident, mais surtout à mettre des technologies de plus en plus performantes qui font que d'un capteur qui représentait peut-être 5% du prix de la porte installée au départ, aujourd'hui, on est à presque 20 à 25% du prix de la porte installée et que finalement, l'intelligence de la porte est devenue une intelligence qui est dans le système de captation. On est même capable, sur des portes industrielles, de distinguer la détection d'un vélo, d'un Clark, d'un camion, d'une camionnette et de faire toute une détection intelligente autour de cela. Et c'est également l'évolution de la technologie qui a fait en sorte que ce capteur est devenu vraiment le cœur de la porte, finalement. Oui. Tu parlais de Walmart, ça doit être incroyable le nombre de portes qu'il doit y avoir chez Walmart. Oui, on peut dire qu'il y a 17 000. Dit qu'il est le plus grand employeur privé du monde. C'est Walmart, avec, je crois, 2,5 millions d'employés. Alors, je ne dis pas qu'ils ont autant de portes que d'employés. Non, mais ils ont 17 000. À l'époque, en tout cas, ils avaient 17 000 portes automatiques, ce qui est quand même déjà un parc conséquent, et 17 000 portes automatiques qui requièrent de l'entretien, de la maintenance, mais surtout, la porte automatique, c'est le premier contact d'un client avec le magasin. Et donc, il faut réussir ce premier contact avec un capteur qui détecte suffisamment tôt, pas trop tard, et qui en même temps évite des accidents. Et c'est en cela que, par exemple, pour Walmart, la première source d'accident dans leur magasin, c'était les sols mouillés. Donc, c'est quand on nettoie le sol et que des gens glissent sur ce sol. Et la deuxième source d'incident, c'était les portes automatiques à l'époque. Et donc, on a rebondi sur cette problématique, ce pain point que le client avait pour essayer d'amener des solutions qui allaient réduire leur exposition au risque et faire en sorte que les clients de Walmart rentrent dans les magasins sans risque. Ton étape suivante de carrière, alors, ça a été quoi ? Alors en fait, BEA a très bien grandi et effectivement, BEA, la famille qui détenait BEA a décidé de vendre la société. Et donc j'ai aidé la famille à mettre la société sur le marché. Et finalement, on a été racheté par un groupe anglais coté en bourse qui s'appelle Alma, qui est aujourd'hui dans le FTSE 50 à Londres. Et donc moi, j'ai poursuivi mon aventure au sein du nouveau propriétaire, qui est un groupe qui était intéressé à investir dans des sociétés en les laissant tout à fait autonomes,
donc des sociétés qui ont un lien avec la sécurité, la santé et l'environnement. 3 thèmes essentiels aujourd'hui dans l'économie actuelle. On se dit la sécurité de l'individu, sa santé et l'environnement, ce sont les éléments qui permettent vraiment de garantir une croissance du monde dans le respect de l'individu. Et donc, Alma achète des sociétés comme BEA qui sont des leaders dans des niches de marché, mais ce n'est pas un private equity, c'est une société cotée en bourse qui a l'objectif de développer ces sociétés. Donc, elle les achète à un moment où elles sont déjà mûres, elles ont déjà une très bonne rentabilité, et elle les achète parce que finalement, Alma a l'expérience de les faire grandir. Et donc, quand on est un entrepreneur comme nous chez BEA, chaque découverte de croissance est chaque fois une adaptation et une première. Il fallait qu'on restructure l'entreprise, qu'on la structure mieux, d'une façon plus grande, qu'on gère les besoins à l'étranger. Mais Alma, quelque part, c'est un peu le phare de la voiture qui a cette expérience-là qui nous amène sur ce chemin en nous disant attention, dans un an, vous aurez besoin de faire ça, ça et ça. Et donc, ça nous a aidés, tout en nous laissant complètement responsables du business et en nous donnant vraiment toutes les clés de la gestion de celui-ci, à nous amener à progresser et à anticiper la croissance et les challenges que la croissance allait nous amener. Et j'ai trouvé cette expérience assez remarquable dans le sens où BEA, au sein de ce groupe, a gardé son identité, son autonomie. À part une intégration financière, il n'y a pas d'intégration réelle. Et en fait, Alma gère aujourd'hui plus de 60 entreprises dans le monde qui sont chacune leaders dans leur marché, dans des segments de pointe, en essayant de ne pas les intégrer. C'était un modèle très intéressant et en essayant de les laisser autonomes. Et donc, mon étape suivante, ça a été d'être le chairman de 18 entreprises du groupe Alma. Et donc, de la gestion d'une des plus grandes entreprises du groupe Alma, qui était BEA, qui était une de leurs plus grosses acquisitions. Mais après, je suis rentré dans le groupe à Londres, dans le comité exécutif, et j'ai eu la chance de pouvoir gérer pour eux 18 de leurs entreprises, c'est-à-dire d'être en fait le chairman de 18 entreprises dans des secteurs divers et variés, que je ne connaissais pas par ailleurs, des entreprises pour la plupart qui étaient hors Europe d'ailleurs en ce qui me concerne, et de faire des acquisitions également dans ces secteurs. Donc c'est apprendre à la fois à gérer un portefeuille existant et d'autre part de faire des acquisitions, avec le côté intéressant qui est d'apprendre à être contributif en tant que chairman dans des business où on n'est pas forcément spécialiste. Ah oui. Et ça, c'est évidemment pour un ingénieur comme moi, un fameux challenge. Il m'a fallu quelques années pour comprendre 2 choses, qui étaient comment je pouvais ajouter de la valeur à des gens qui étaient des CEO et des organes de gestion, de direction d'entreprise, sans être le CEO et sans avoir vécu dans leur domaine, et d'être capable de leur apporter un éclairage sur leur business. Et donc, mon métier, c'était de les accompagner dans la croissance, en m'assurant, 1, qu'on avait une stratégie très claire, 2, qu'on avait les bons talents, et 3, qu'on avait la structure de l'entreprise qui suivait et qui s'adaptait à cette stratégie nécessaire pour grandir. Avec évidemment une grosse différence pour moi, qui était le passage d'une entreprise familiale avec une vision plutôt long terme à une société cotée en bourse, avec évidemment un reporting très régulier, des analystes financiers à satisfaire et à rencontrer de façon régulière, et une visibilité très importante sur la place de Londres, qui était pour moi, en tant que Belge, vraiment une aventure culturelle assez intéressante. Et donc, ça m'a mené pendant 10 ans. C'est ça, tu supervisais dans ce rôle-là 18 CEO. Oui, c'est ça, 18 CEO de société, exact. Et en quoi c'est différent d'un private equity, d'un operating partner, d'un private equity? Alors, la différence, c'est que bizarrement, Alma achète des sociétés pour les garder et ne les vend jamais. Alors qu'un private equity a un horizon de temps généralement qui varie entre 5, 7, 10, 12 ans, en essayant de maximiser, développer l'entreprise pour ensuite la céder à d'autres propriétaires. Assez paradoxalement, Alma a choisi des vecteurs de croissance et des marchés dans lesquels, notamment la safety, qui est un marché important, dans lesquels l'évolution technologique et l'évolution normative vont faire en sorte qu'il y aura toujours des nouvelles opportunités d'augmenter la safety, de limiter le risque d'accident, que ce soit dans l'environnement ou dans le médical. On peut toujours pousser les boundaries technologiques plus loin et faire en sorte qu'effectivement, on a des vies d'entreprise qui sont pérennes et des croissances qui sont pérennes sur des longues durées. Pour ça, l'objectif, c'est d'acheter des sociétés qui ont des technologies qui sont indispensables à la sécurité d'un site, à la sécurité de l'être humain. Et on sait que même dans les cycles économiques bas, les entreprises comme l'industrie oil and gas, par exemple, ne peuvent pas se permettre de galvauder la sécurité de leurs employés, de galvauder la sécurité de leur site. Et donc, on va nous développer des technologies essentielles qui vont parfois même, dans leur fonctionnalité, ne jamais fonctionner. Mais le jour où il y aurait un accident, il faudrait avant que cet accident se produise, que cette technologie fonctionne pour éviter un accident majeur. Et le client va être prêt à payer très cher sur cette technologie-là parce que c'est un peu le parachute avant un accident majeur.
Et donc, ces technologies-là doivent être maintenues, doivent être rétrofitées régulièrement. Et donc, il y a tout un business autour de ces notions de safety qui est très, très intéressant et très pérenne, finalement. Et donc c'est intéressant, tu as été le patron de 18 CEO simultanément. Ouais, Donc j'imagine que tu en as engagé et qu'il y en a que tu n'as pas gardé. effectivement. C'est quoi qui fait le succès d'un CEO? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, on a vu j'ai vu beaucoup de profils très différents, hein, à la fois culturellement, vu la diversité culturelle et géographique de mes activités, et à la fois par les personnalités de gens qu'on rencontre. Et en fait, je ne peux pas dire qu'il y a un fil conducteur aussi évident que cela, qu'il y ait des choses qui soient majeures. Ce qui est important, ce qu'on observe quand même, c'est que c'est chaque fois des gens qui ont au départ quand même une vision, ou une vision qui peut paraître un peu utopiste, mais ce sont des gens qui sont d'abord passionnés et qui ont envie de faire bouger les choses et de marquer, par leur entreprise, de marquer un marché ou d'avoir une différenciation importante par rapport à d'autres. Une Et que cette ambition. volonté-là, même si elle paraît très éloignée, Une ambition pour leur business. oui, c'est ça, c'est vraiment un accomplissement. Et je reviens un peu à l'exemple de BEA qui était, je veux voir mes capteurs sur les portes automatiques du monde entier. Ça paraît au départ, quand on est basé à Liège et qu'on a uniquement une usine au Sartillement de Liège, on se dit, bon, comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? Et en fait, quand on y travaille tous les jours et qu'on s'attelle à ça et que chaque jour on fait parfois une toute petite avancée, mais on le fait sur plusieurs années sans changer vraiment de cap, on arrive à faire des choses magnifiques. Ce que moi j'ai appris, c'est que la résilience, cette vision qui parfois est un peu utopiste, est fondamentale. 2, c'est la résilience pour y travailler. Et un peu comme un athlète qui s'entraîne pour un marathon, c'est que chaque milliseconde qu'on va gagner, chaque jour par l'entraînement, c'est chaque fois une petite différenciation qui va accentuer la manière dont l'entreprise se positionne sur son marché par rapport à d'autres et qui va continuer à renforcer son positionnement. Et donc finalement, c'est cette vision et puis la capacité par après de s'entourer de gens pour pouvoir traduire cette vision et la mettre en œuvre. Et là, c'est évidemment la qualité du management et la manière de faire en sorte qu'un CEO ne soit pas non plus indispensable à une société, mais qu'il crée un écosystème autour de lui dans lequel les gens peuvent s'inscrire et commencer à contribuer et faire en sorte que le CEO peut continuer à rêver et à s'assurer de ce re-questionnement chaque fois par rapport à l'objectif essentiel. Ça, c'est vraiment pour moi les clés du succès que j'ai pu observer. Oui. Et quand il y en a qui n'ont pas convenu, quand tu as dû prendre des décisions, est-ce qu'il y avait un pattern que tu as pu identifier? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'est plus content d'un CEO? Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a parfois, malheureusement, de l'arrogance, c'est-à-dire une forme d'arrogance déplacée par rapport à la réalité du terrain. Et donc, je pense qu'il faut voir la réalité du terrain avec des vrais yeux et il faut avoir la possibilité de dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense qu'aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les CEO qui réussissent sont des gens qui sont vrais, qui n'ont pas peur de dire ce qui se passe, qui n'ont pas peur de partager les mauvaises nouvelles. Vous savez, dans les business aujourd'hui, tout n'est pas toujours rose. Et donc, notamment quand une société cotée en bourse, on a évidemment des ambitions très importantes, on a des reportings, je dirais, par trimestre qui sont très exigeants. Les mauvaises nouvelles, on n'aime pas, mais quand il y a des mauvaises nouvelles, ça arrive, ça fait partie de la vie d'un business. C'est pas grave d'avoir des soucis ou des challenges. L'important, c'est d'en parler et ensemble de trouver les solutions. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est cette transparence-là, cette humilité est certainement la clé du succès, c'est de pouvoir mettre les choses sur la table, parce que le monde n'est pas facile, parce que le monde n'est pas rose, et que tout n'est pas toujours facile, et que avoir tendance à mettre ça sur le côté ou à limiter, je dirais, ou à réduire l'importance des challenges, c'est pas une manière de les traiter, et qu'en fait, il faut prendre les choses de front et avoir le courage de les mettre sur la table. Et j'ai toujours appris ça aussi dans ma carrière, c'est que finalement, les mauvaises nouvelles, il faut les partager rapidement. C'est la meilleure manière de pouvoir les traiter. C'est comme ça qu'on apprend aussi de ses échecs. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs, mais il y a une honte à refaire des erreurs qu'on a déjà faites. Mais c'est vrai, pas que pour les CEO d'ailleurs, hein, c'est un conseil qui peut être valable dès le début de la carrière. Il vaut mieux être transparent sur ce qui va et ce qui ne va pas, plutôt que de chercher à arranger un peu la réalité pour faire bonne figure. De nos jours, c'est plus comme ça qu'on a du succès, quoi. Non, tout à fait. Et vous savez, tu sais aussi, le marché est aujourd'hui dans une dynamique très volatile. Et donc, il y a des dangers, des opportunités. Il y a souvent autant de dangers qu'il n'y a d'opportunités, alors que par le passé, les entreprises étaient focalisées sur les opportunités. Aujourd'hui, on doit pouvoir jongler avec l'ensemble des challenges. Et donc, il est essentiel de pouvoir les mettre sur la table, de pouvoir en parler, parce que finalement, face à cela, c'est la transparence et c'est le fait de mettre les choses sur la table qui fait qu'on va vraiment adresser les problèmes. Et moi, je prône vraiment à cette transparence. Et ce que j'ai toujours trouvé, c'est que les CEO les plus humbles et qui ont la
la franchise de mettre ces éléments sur la table en reconnaissant qu'on n'est pas parfait. Et on n'attend pas d'un CEO qui soit forcément parfait, même si, en tant que CEO, on veut l'être. Hein, on veut être parfait pour son board, on veut démontrer le meilleur. Mais en fait, on a tous nos forces et nos faiblesses. L'important, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses, mais aussi de pouvoir en parler et de travailler ensemble pour se compléter les uns et les autres, finalement. C'est un travail que peuvent faire les coachs, d'ailleurs, d'aider les gens à déconstruire peut-être des choses qu'ils ont construites au fur et à mesure de leur vie sans s'en rendre compte, notamment des protections, de ne pas oser montrer. Donc, avec un coach, on peut déconstruire ça pour être plus authentique. Mais c'est forcément difficile quand on est dans des environnements qui sont très compétitifs, sociétés cotées en bourse, avec des attentes ou des boards qui sont très, c'est normal, hein, qui sont demandeurs. C'est pas évident de se mettre à nu et de dire ben là je coince ou là j'ai un problème. Et moi, j'ai découvert dans ma vie, c'est que cette transparence-là, elle m'a toujours aidé parce que je ne suis pas non plus parfait, mais que cette transparence fait en sorte qu'on s'est penché avec moi sur des questions, que j'ai eu des boards supportifs qui ont pris le dossier avec moi pour essayer de regarder comment on allait le solutionner ensemble et que finalement, c'est ça le travail d'équipe et c'est ça qui fait aussi l'alignement d'une entreprise. C'est une prise de conscience que j'ai eu à un moment, moi, dans ma carrière. Je me suis donné comme objectif de développement, oser dire ce que je tais. Il y a des choses que je gardais pour moi, j'ai dit, il faut oser les dire. Même Exactement. Si ça demande un effort, il faut oser. Et je pense qu'il n'y a pas de problème non plus pour un CEO de dire, mais là, je fais appel à l'équipe parce que moi, je ne suis pas la personne la plus compétente. Moi, je connais, je pense, les zones d'entreprise dans lesquelles je peux avoir de l'expérience et celles sur lesquelles j'en ai moins et où je m'entoure de gens qui sont certainement meilleurs que moi. Et heureusement qu'ils sont meilleurs que moi, c'est pour ça que j'ai besoin d'eux. Et donc, c'est comme ça, je pense qu'on peut évoluer dans une entreprise également et faire évoluer une entreprise. Tu parlais d'arrogance, donc le CEO qui peut devenir arrogant, c'est un peu le contraire de ça, alors c'est ça? Oui, moi je pense que je suis plus dans une fonction où mon rôle aujourd'hui, et c'est aussi lié à mon âge, je suis plus dans une phase où je suis plutôt je suis un CEO qui a une vision et qui est un coach pour faire en sorte que les gens qui travaillent pour moi partagent cette vision et à la fois ils contribuent, parfois avec des idées qui sont meilleures que les miennes. J'ai pour habitude, si j'ai une idée bien précise en tête, de ne pas forcément la mettre sur la table dès le départ, parce que j'aime bien laisser le débat prendre place, j'aime bien que les gens viennent avec des idées à eux, et souvent, ils peuvent venir avec des idées qui sont meilleures que moi, que les miennes, et si c'est une idée qui est la mienne, ben alors je préfère qu'ils y arrivent eux-mêmes et qu'ils pensent que c'est la leur, parce qu'ils seront beaucoup plus en puissance pour les mettre en œuvre, dans le sens où ils ont le sentiment que ça vient d'eux et pas de moi. Donc moi, je suis arrivé à un âge où aujourd'hui, je n'ai pas de gloriole personnelle à retirer de mon rôle, sinon de créer une équipe qui est soudée, qui partage nos ambitions et qui fait que les gens contribuent. Donc, je me suis toujours entouré de gens dont je ne veux pas être qu'ils soient simplement des experts dans leur domaine, mais finalement, ils partagent le management avec moi. Et c'est comme ça qu'on arrive. Alors, ça paraît un peu utopique, ça paraît très beau, très beau. C'est un travail de tous les jours, c'est pas toujours facile, mais j'ai toujours considéré dans ma carrière que ça a été un élément qui m'a fait plaisir, moi, et aussi, c'est un élément très important, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont appris énormément. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être un patron entreprenant, c'est-à-dire je redonne ce qu'on m'a donné à l'époque. Moi, je suis un ingénieur à la base, c'est pas forcément orienté client. J'ai eu un patron qui m'a vraiment dopé au client, c'est-à-dire visiter énormément de clients, comprendre ce que le client veut, écouter le client, parce qu'en tant que commercial, on a tendance à parler beaucoup. Or, c'est l'écoute qui est plus importante. Donc ça, c'est une partie de ma carrière où j'ai appris l'importance du client. Et puis une deuxième partie de ma carrière où j'ai appris cette vision, c'est-à-dire comment avoir un rêve et comment petit à petit y travailler sur le long terme, étape par étape pour y arriver. Et la combinaison des deux fait quelque chose qui est aujourd'hui, qui est, je pense, une expérience qui me plaît, moi en tous les cas, et que j'aime partager autour de moi. C'est bien, ce que tu expliquais là, laisser la place aux autres, c'est peut-être ça le début de la sagesse dans la vie. Oui, je pense que c'est ça. Alors on attend un peu aujourd'hui dans un monde actuel, c'est vrai qu'on attend des CEO qui soient des empereurs qui amènent l'ensemble des équipes qui sont super inspirantes. On est parti un peu sur un modèle de CEO très communicant et très inspirant. Je trouve que c'est très bien parce qu'effectivement, un CEO, c'est quand même un leader qui doit être visible et qui doit amener cette dynamique. Mais d'un autre côté, je suis aussi, pour être réaliste, qu'un CEO tout seul, aussi entrepreneur soit-il, a besoin de partager son pouvoir, a besoin de relais dans une organisation. Nous sommes aujourd'hui ici 2700 personnes réparties dans 40 pays dans le monde. Moi, je ne peux pas être à chaque endroit, à chaque heure. J'ai besoin de relais, de gens qui partagent ma vision et qui la portent aussi bien, voire mieux que moi. Et finalement, c'est ça qui compte. Et donc, il faut trouver un équilibre entre, oui, on a besoin de s'exprimer devant l'ensemble du personnel, de montrer une direction, parce qu'on est dans un monde où le CEO a besoin de cette carrure, mais il faut éviter de tomber dans le travers du CEO omniprésent, du CEO indispensable,
parce que finalement, où le CEO est nécessaire, c'est justement qu'une partie de mon temps soit faite soit à disposition du futur et pas forcément de faire tourner la boîte aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut trouver cet équilibre. Tu as cité quelqu'un qui t'a inspiré, là, qui t'a amené vers le client et l'écoute du client. Quelles ont été tes autres sources d'inspiration tout au long de ta carrière? Mais je pense que celle-là était certainement la première. C'est quelqu'un qui était vraiment très orienté client et qui, à la limite, je dirais, oui, faisait même tout, si pas trop pour le client, mais j'ai vraiment appris à mettre le client au centre du focus d'une entreprise. Ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est qu'on est tous quand même là pour satisfaire un client, pour anticiper ses besoins et pour faire en sorte qu'on puisse construire une histoire avec lui de partenariat long terme et qu'on puisse construire autour de cela une vraie histoire et une réussite du client finalement, parce qu'on est là pour faire en sorte qu'avec nos solutions, le client réussisse sa propre trajectoire. Et ça, c'est quand même très important, c'est quand même le client qui paye mon salaire, qui paye le salaire de l'entreprise, et il faut le rappeler constamment. Et qu'à n'importe quelle fonction de l'entreprise, on a toujours un impact client. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, on l'a dit, c'est cette vision et quelque part un peu une sagesse du CEO qui est de revenir toujours à ses fondamentaux de qu'est-ce qu'on veut atteindre. Je trouve que les entreprises, trop souvent, parce qu'on change souvent de management, ou en tout cas on voit des entreprises avec pas mal de changements d'inflexion de management, chaque manager veut marquer sa période par son propre ADN ou en tout cas quelque chose de très personnel. Mais en fait, la réussite d'une entreprise, ce n'est pas la temporalité d'un CEO, ce sont des temporalités de CEO qui se succèdent. Et dès lors, la constante la plus importante, ce n'est pas forcément le momentum du CEO, c'est sans doute le momentum de 10-15 ans de labeur, de travail pour arriver à développer un positionnement d'entreprise. Et ça ne peut se construire que sur plusieurs générations de CEO. Et c'est là que les entreprises familiales ont un atout important parce que l'actionnariat restant le même, comme c'est le cas chez Schneider depuis près de 118 ans, on a quand même une vision progressiste, certes, mais on a une vision avec une constante long terme. Ce qui est délicat, c'est que les managers qui ont souvent un peu le culte de la personnalité ou les CEO qui ont plus le culte de la personnalité veulent marquer leur passage de leur empreinte. Et le danger de ça, c'est un peu d'amener l'entreprise sur un chemin qui est relativement personnalisé et qui, par après, doit être repositionné si on change de CEO. Et ça, moi, je suis très attentif à cela parce que je pense que justement, les histoires et les positionnements se construisent quand même sur un certain délai. Et même si on est dans des marchés qui évoluent très vite, si on est des constantes de temps qui se raccourcissent, c'est vrai, et qu'il faut quand même rester très attentif par rapport à la manière dont les marchés évoluent, ce que j'observe, c'est que c'est quand même un peu comme dans une tempête, garder le cap et garder son objectif principal, voire l'adapter légèrement, mais assurer que l'entreprise a cet objectif-là et que derrière, elle peut délivrer, elle peut vraiment travailler son sujet et le remettre 100 fois sur le métier pour l'améliorer, c'est comme ça qu'on y arrive. Et en fait, c'est cette constante de temps qui est très intéressante. Il ne faut pas confondre le pilote et le commandant de bord, l'avion et le commandant de bord, c'est ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais il faut vraiment cette longueur de temps pour y arriver. On le voit chez Schneider dans un marché évidemment qui touche les entités de nos clients sont des entités, des institutions, des villes, des municipalités, des gouvernements. On est là dans une relation très long délai avec nos clients et on doit instaurer une histoire qui leur permet d'amener la modernité dans leur ville, le confort dans leur ville, sur une échelle de temps relativement longue. Et donc, il faut pouvoir construire ces histoires ensemble et montrer qu'on est un partenaire, pas d'aujourd'hui, mais un partenaire aussi pour demain, et qu'on anticipe déjà les besoins technologiques et leurs besoins de demain pour s'inscrire dans le partenariat à long terme. Avant de reparler des particularités d'une entreprise familiale qui s'inscrit comme ça dans la durée, comment tu es arrivé chez Schneider? Alors j'ai un parcours évidemment un peu particulier, puisqu'après toutes ces années en Angleterre et surtout passé dans beaucoup d'avions et beaucoup d'aéroports du monde, à 52 ans, j'avais envie de revenir vers le territoire belge et d'aider finalement des entreprises, si possible familiales, mais plutôt dans un rôle de non-exécutif. Et donc je suis rentré dans le board de 7 entreprises belges, dont Schneider. Et Schneider, à l'époque, cherchait quelqu'un dans le board avec une connotation et une expérience plutôt commerciale et stratégique. Et donc, moi, je suis rentré dans le board vraiment à un moment où il y avait une nécessité de redéfinir un contour stratégique pour le futur, dans un marché qui avait changé, puisqu'on a un shift technologique important avec le passage à la LED. Donc, le métier de l'éclairage est passé d'un métier plutôt de hardware, c'est-à-dire de la fabrication de réflecteurs métalliques pour distribuer l'énergie, à finalement de l'électronique pure avec la LED, et donc de savoir sur base de cette électronique comment est-ce qu'on va
développer toute une offre digitale et partir vers une aventure tout à fait nouvelle. Toujours avec une fonction d'éclairage qui n'a pas changé, mais la méthode pour y arriver est vraiment très différente. Donc j'ai rejoint le board à ce moment-là et j'ai été vraiment passionné par à la fois l'attachement de la famille à leur bébé, à leur entreprise, leur modernité dans le sens où ils avaient une volonté de se remettre en question profondément. C'est la 4e génération, donc une génération plus jeune qui avait envie de vraiment marquer aussi son passage, surtout avec l'évolution digitale et la sustainability. Donc 2 sujets fondamentaux qui sont la connectivité de nos solutions d'une part et d'autre part de limiter notre empreinte environnementale puisque finalement pour nos clients la consommation d'énergie électrique par l'éclairage c'est dans les villes une des factures énergétiques les plus importantes et donc si on peut travailler à la réduire pour nos clients et pour notre environnement on va évidemment avoir une contribution positive. Et ces 2 sujets m'ont vraiment passionné, donc j'ai commencé à les aider sur la partie. J'ai joué mon rôle de board member, mais avec un accent fort sur la stratégie, et puis petit à petit sur les acquisitions, où en fait ils ont voulu redémarrer un cycle d'acquisition, et moi j'avais une expérience d'acquisition, et donc j'ai commencé à avoir un rôle un peu hybride d'un non-exec qui commence à rentrer dans la stratégie de l'entreprise et qui a pris en main quelques dossiers d'acquisition pour eux. Et ça t'a amené à devenir CEO ? Ben oui, c'est une histoire très particulière parce qu'effectivement, je suis au départ pas du tout destiné à être le CEO de l'entreprise. J'y suis rentré en pensant que ma carrière de CEO était plutôt derrière moi. Et donc, j'ai collaboré énormément avec le CEO précédent, Werner de Wolf, qui m'a précédé durant 6 ans et qui a fait un travail vraiment remarquable en développant l'entreprise en chiffre d'affaires de façon très significative, puisqu'on a eu aussi une reconnaissance en étant l'entreprise de l'année en 2020. Dès ton arrivée comme CEO, l'entreprise se retrouvait avec le prix d'entreprise de l'année. Exact, mais c'était pour rendre à César ce qui est à César, quand même un prix surtout à dédier à mon prédécesseur Werner de Wolf, mais avec lequel j'ai collaboré énormément sur des dossiers d'acquisition et de repositionnement stratégique. Et puis lorsque Werner a annoncé qu'à ses 60 ans, il voulait lui prendre un peu de recul et que voilà, il nous laissait 1 an quelque part pour préparer cette transition, mais la famille et moi, nous avons cherché un CEO ou une CEO à l'extérieur en procédant à du recrutement. Et en fait, on a assez bizarrement, on n'est pas arrivé à un consensus sur le profil du ou des candidats ou des candidates. Et finalement, il y avait un consensus sur moi qui n'était pas candidat. C'est quand même particulier. Et donc finalement, la famille m'a contacté en me disant, mais voilà, est-ce que on n'a pas un accord sur les profils qu'on a rencontrés à ce jour. Par contre, on a un accord sur un profil qui nous paraît tout à fait adéquat. Mais c'est toi, mais tu n'es pas candidat. Donc, est-ce que tu veux bien réviser ton jugement ? Et donc, il m'a fallu un petit peu de temps parce qu'effectivement, il y a quand même une grande différence entre être un non-exec et puis, tu l'as compris au travers de mon parcours, que moi, mon dernier rôle de CEO, je l'ai quitté quand j'avais 41 ans et je suis devenu chairman de 18 entreprises à 41 ans. Et donc, je n'ai plus exercé un rôle de CEO depuis longtemps. Schreder est quand même une entreprise d'une taille quand même beaucoup plus importante que les entreprises pour lesquelles j'ai été CEO moi-même par le passé. Et donc, c'est quand même une réflexion qui n'était pas si évidente que ça. Mais il m'a paru évident que, justement, en ayant défini une stratégie déjà avec mon prédécesseur, en connaissant le business, que finalement, s'inscrire dans la continuité, c'était quand même sage pour l'entreprise, que c'était en même temps, je dirais pour les collaborateurs aussi, quelque part une idée de prolongement de ce qu'on avait déjà construit. Mais je n'étais pas, à l'époque, je n'imaginais pas comment le monde allait changer. Et il faut savoir que, disons, en 1 année et demie, 2 ans, les marchés, on le sait bien, la géopolitique a changé énormément. Et donc finalement, au départ de ce qui devait être un chemin plutôt de croissance constante, s'est transformé en vraiment un challenge très important parce que les marchés ont changé, la géopolitique a changé beaucoup dans le monde, on le voit autour de nous. Et que finalement, ce rôle de CEO aujourd'hui, il est beaucoup plus challenging que ce que j'ai pu imaginer au départ. Et il me demande des efforts énormes, un engagement vraiment très, très important. Et je suis reparti un peu dans une fonction comme avant, c'est-à-dire la fleur au fusil avec mes équipes. Et j'ai la chance d'avoir construit une équipe nouvelle autour de moi, mais qui est vraiment très soudée et avec laquelle je m'amuse beaucoup. Mais on a besoin de cette unité parce que les marchés sont vraiment challenging et que même si on a effectivement un axe de développement très clair, on est face à des surprises de jour en jour qu'on avait moins par le passé. On parle du monde VUCA, et là je pense que c'est un bel exemple d'une entreprise qui navigue dans un monde VUCA. Est-ce que vous avez des crises à gérer en permanence ? Tu peux donner quelques exemples ?
Oui, alors, tout à fait. Donc, depuis mon arrivée, qui n'est pas si éloignée que ça, puisque j'ai pris mon rôle en septembre 2024, on est arrivé d'abord face à des tarifs américains. On venait de faire une acquisition importante aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont un terrain sur lequel Schneider a eu du mal à pénétrer en croissance organique. Et donc, moi, j'ai mis l'accent sur les acquisitions. Et donc, on a fait une acquisition très importante aux États-Unis en 2020, fin 2024. Et paf, juste après l'acquisition, on a directement des tarifs qui viennent nous pénaliser solidement, modifiant en tout cas nos plans et nos business plans d'acquisition. Et donc, avec dès le départ, un espèce de crise pour essayer de juguler l'impact de ces tarifs, ce qu'on a réussi à faire pas mal, je dois dire, mais bon, quand même une crise importante. Un deuxième élément, c'est que nous sommes présents depuis très longtemps en Ukraine avec un site de production important. Nous avons près de 400 personnes employées en Ukraine, avec un site de production qui est installé à Ternopil, c'est-à-dire entre Kiev et la frontière polonaise, mais quand même dans le territoire ukrainien. Une expérience qui, durant ces dernières années, malgré le conflit, s'est très bien passée, puisqu'on a une usine qui délivre qui a une performance remarquable de on-time delivery, de qualité, avec un personnel extrêmement engagé. Et vraiment, on est très, très reconnaissant de la manière dont ces équipes fonctionnent à notre service. Et puis là, voilà, l'été passé, des bombardements qui n'ont pas eu lieu dans cette région, mais qui soudain ont lieu et qui affectent notre usine, puisqu'en fait, nos voisins gauche et droite sont bombardés par des missiles qui les atteignent en direct. Et nous sommes entre deux sites bombardés par des missiles, et donc on a les dégâts collatéraux avec une usine qui est endommagée, toiture, plus de fenêtres, des murs intérieurs qui s'écroulent, et la nécessité pour un CEO de se réveiller la nuit et de se dire « Tiens, j'ai une usine qui est bombardée dans un environnement de guerre », ce qui n'ai jamais pensé que dans ma carrière, j'aurais à vivre un événement de ce type-là. Comment on fait ça, Philippe? Comment on réagit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir de quelle façon le personnel est touché ou pas touché par l'événement. Heureusement, ça s'est passé la nuit et donc on n'avait personne sur site. Mais c'est surtout après de savoir comment on redémarre le plus rapidement possible et comment on assure au personnel un environnement de travail stable. Donc, c'est-à-dire de s'organiser avec un travail à la maison pour toutes les fonctions administratives le jour même, de s'assurer que l'informatique tient le coup et qu'elle peut fonctionner correctement. Et puis ensuite, très vite, rétablir un plan de production, à savoir quand est-ce qu'on sera capable de redémarrer, combien de temps faut-il pour réparer le bâtiment et le refermer, et puis ensuite remettre les lignes de production en route, ce qui nous a fallu environ une dizaine de jours. Mais donc, ce sont vraiment des événements aujourd'hui qui font partie de la vie d'un CEO que j'ai jamais pensé que des choses de ce type-là pouvaient arriver de cette façon-là. Et donc, oui, ce sont des événements différents. Et un autre exemple aussi, c'est par exemple, nous développons des solutions smart et intelligentes pour les villes. Aujourd'hui, la cybersécurité, la gestion d'une ville intelligente, c'est quelque chose qui est devenu très stratégique parce qu'effectivement, on peut potentiellement couper l'éclairage d'une ville à distance sur nos systèmes. Et donc, il y a toutes les exigences que les villes, tout d'un coup, vont nous amener en disant « Oui, mais bon, on est très content de vos systèmes qui gèrent nos villes et l'éclairage des villes, et parfois maintenant plus que l'éclairage, puisque notre système de gestion d'éclairage, on peut lui connecter des éléments de trafic, des éléments de parking, des éléments de mesure de population, de trafic de population, de concentration de population. Tous ces éléments qu'on amène à la ville, ils sont devenus une valeur très importante, une valeur stratégique pour une ville dans un monde en crise. Comment est-ce qu'on protège la ville de l'utilisation de ces données? Comment fait-on en sorte de ne pas pouvoir perturber une ville à distance sur le système? C'est toutes des questions qui deviennent prépondérantes tout d'un coup dans un monde en tension. Et donc, la vie du CEO, c'est effectivement de pouvoir résoudre ces crises tout en gardant l'axe de développement et en même temps dans un monde qui, pour le moment, s'oriente beaucoup sur la défense, principalement en Europe, on le sait bien, avec un peu moins d'investissement en infrastructure, malheureusement pour nous pour le moment, alors qu'on sort d'années exceptionnelles. Et donc, on est dans des phases où on doit, nous, évidemment, se redessiner un footprint industriel qui soit à la hauteur des attentes de marché et en même temps accélérer le développement digital, qui est la manière certaine dans laquelle nous devons évoluer, c'est-à-dire ne plus être un éclairagiste, mais finalement un partenaire de la ville dans la gestion intelligente de ses assets. Et on utilise l'infrastructure de l'éclairage en rajoutant des capteurs pour faire en sorte que nous offrions à nos clients des données beaucoup plus subtiles que simplement l'éclairage et renforcer notre pouvoir et notre partenariat avec eux sur des fonctionnalités absolument essentielles au fonctionnement des villes. On est loin de l'allumeur de réverbères. Alors, on est très loin, on est de plus en plus loin et c'est vraiment intéressant. Là, je reviens, j'étais la semaine passée en Australie et j'ai rencontré par exemple les autorités de la ville de Sydney. Mais par le passé, j'aurais rencontré le service d'éclairage de la ville de Sydney, qui on entretient par ailleurs d'excellentes relations. Mais là, j'ai rencontré dans la même réunion
le service d'éclairage, la police, les gens qui s'occupent des parcs et des jardins, parce qu'ils veulent que notre système d'éclairage soit aussi, qu'on puisse connecter tous les systèmes d'irrigation du parc sur notre système d'éclairage. Et j'ai rencontré des gens qui s'occupent de la sécurité dans les rues, qui veulent, avec des caméras, mesurer la concentration de population pour savoir s'il y a des événements inopinés qui ont lieu dans la ville comme ça. Et tout ça se fait autour d'une table sur base de l'éclairage. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le résultat de notre travail. Et aussi, c'est là que nous allons, c'est-à-dire d'être vraiment le partenaire du client pour amener une solution complète. Et venant d'un éclairagiste, c'est assez étonnant de se retrouver dans des discussions qui concernent l'irrigation d'un terrain de sport, par exemple, ou l'irrigation des parcs en ville à Sydney, alors que nous, on vient au départ dans ce marché-là par le biais de l'éclairage. C'est assez fascinant. Hein. Mais comment ce changement de business model va finalement ou pas impacter la culture? Oui, c'est quand même une très bonne question. Donc, pour insérer cette culture digitale, on a d'abord vraiment créé une start-up, en tout cas une scale-up au sein de l'entreprise en lui donnant un élan à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, on a, nous, créé au Portugal une activité au sein d'une université, d'ailleurs, en attirant des ingénieurs de développement dans le concept d'une start-up, une start-up financée par Schreder. Donc, ce n'est pas vraiment une start-up puisqu'elle avait quand même des moyens financés par le groupe, mais surtout la possibilité de grandir très vite en dehors des contraintes d'un groupe qui est déjà bien établi. Et après maintenant 5 ans, on vient d'intégrer cette scale-up qui a maintenant des solutions digitales qui sont fonctionnelles et qui sont opérationnelles. On l'a intégré maintenant dans l'entreprise et notre challenge aujourd'hui, c'est évidemment d'assurer que nos forces de vente soient capables de vendre non pas du hardware, mais du service et des solutions long terme, ce qui est évidemment un fameux challenge pour nous, puisqu'au départ, on a une culture produit et là, on doit passer vraiment à une culture solution, c'est-à-dire d'amener le client sur un partenariat basé sur l'utilisation de software et le développement de solutions customisées de software pour répondre aux attentes des villes. Et donc, c'est tout un chemin. Et c'est évidemment un changement majeur, mais qui est juste passionnant, puisqu'effectivement, on part toujours de l'éclairage. On veut bien sûr rester le spécialiste de l'éclairage avec des qualités d'éclairage qui sont reconnues, qui sont essentielles et qui font partie de notre marque, de notre branding. Mais en même temps, montrer aux clients qu'on peut les amener, grâce à des solutions digitales, on peut résoudre pas mal de problèmes que les villes ont par des solutions digitales, par la mise à disposition de données, par de l'utilisation d'intelligence artificielle. Et on va donner quelques exemples concrets. On est en train de développer des solutions d'éclairage solaire qui vont envahir les villes également, et même des villes dans lesquelles on n'a pas beaucoup de soleil, parce que les panneaux solaires parviennent maintenant à capter pas mal d'énergie lumineuse, même quand on a un ciel non dégagé. Mais en associant notre qualité de connectivité avec la qualité du luminaire solaire, on peut aller chercher les données de météo des jours prochains. On intègre ça dans la gestion de la batterie de l'éclairage solaire. Si on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup de soleil dans les jours qui viennent, la nuit, on va dimmer l'éclairage pour garder de la réserve de batterie si on a besoin d'un éclairage soudain plus fort. Et si on sait par contre qu'on a du soleil pour les jours à venir, on va libérer de l'énergie et on va gérer l'éclairage solaire de façon intelligente. Et donc, c'est pour montrer comment la sustainability et la connectivité s'associent pour donner des solutions meilleures, des solutions qui consomment moins d'énergie, des solutions qui sont plutôt à la demande, c'est plutôt du lighting as a service, donc qui vont être utilisés au moment où on a besoin et pas forcément au moment où on n'en a pas besoin. Et donc d'amener nos clients sur ces terrains-là, c'est assez passionnant. Vous devez avoir une masse de data alors connectée. Tout à fait. Donc on peut. Alors on a toutes des données liées à l'éclairage et liées généralement aux conditions météorologiques et autres. Et puis d'autre part, en rajoutant des capteurs, donc on vient de faire l'acquisition d'une société qui fabrique des capteurs que l'on peut programmer pour faire du traffic management, que l'on peut programmer pour faire du management de parking dans les rues. Puisqu'en fait, nos poteaux sont situés dans les rues à des endroits stratégiques. On rajoute sur ce poteau un capteur qui va utiliser la trame de communication qui nous permet de régler l'éclairage à distance. Et on va rajouter des capteurs qui vont redonner des datas sur du trafic, sur du parking, et finalement donner à la ville tout un ensemble de datas à gérer. Soit les villes les gèrent par elles-mêmes, soit nous offrons un service pour les gérer nous-mêmes pour eux, et nous développons des offres de gestion de données que nous offrons à nos clients. Revenir sur la création de cette start-up au Portugal dont tu as parlé, le systémicien qui est en moi, c'est-à-dire la personne qui s'intéresse aux entreprises comme un système humain complexe. La réflexion suivante, on dit qu'en systémique, on dit que le changement se produit plus facilement par la périphérie. Et donc, quand on veut introduire du changement,
on est plus efficace en commençant par la périphérie et plutôt que par le cœur même du système. Et la périphérie, en plus, elle est en général plus en contact avec l'extérieur. Elle est forcément, hein. Donc, Tout à fait. quand on regarde un Je te suis système, la complètement. périphérie a une zone de contact plus importante avec le marché, les clients, les concurrents, ce qui se passe à l'extérieur du système. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et c'est vraiment ce qui nous a guidés à l'époque, c'est le fait que pour développer une offre digitale, il faut s'éloigner. D'abord, il ne faut pas avoir que l'éclairage au centre de ses préoccupations. Or, le cœur de l'entreprise étant l'éclairage, on a toujours tendance à graviter autour de l'éclairage. Or, si on veut développer une offre plus variée et une offre plus large, mais l'idée, c'est de se sortir de ce mode éclairage pour réfléchir sans encombre au-delà de l'éclairage et de partir sur d'autres applicatifs qui sont tout aussi intéressants pour renforcer la notion d'éclairage et partir de l'autre côté. C'est-à-dire, effectivement, pas partir de l'éclairage pour aller vers la périphérie, mais plutôt de partir de la périphérie et revenir vers l'éclairage. Et c'est un exercice qui était très, très moteur pour nous. Deuxième élément aussi, ce qui était important, c'est qu'il fallait créer un espace pour attirer des talents et que sur le plan des ressources humaines, mais une entreprise qui fait de l'éclairage n'est pas super sexy en matière de développement digital. Mais si on Tu la vends bien, tu sais, tu la vends quand même bien. Ça commence à bien prendre forme, effectivement, mais en créant un espace dans lequel on va pouvoir créer ce futur et l'imaginer, en rêver, discuter avec les clients, tester des modèles avant de les mettre en œuvre. C'est ça qui nous a permis vraiment de créer une offre valable et finalement d'avoir, après 2-3 ans, aussi une offre stable parce qu'on a lancé cette technologie en plein milieu du Covid, au moment où le coût de l'énergie était aussi élevé. On avait parfois des bugs, hein, on avait des lumières qui s'éclairaient en pleine journée. Lorsque le coût de l'énergie est très élevé, ça ne le fait pas. Donc on est passé par toutes ces étapes d'apprentissage pour faire en sorte que... et voilà, on a eu des soucis techniques certainement au début qui nous ont permis de grandir. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a des solutions éprouvées. On a aujourd'hui presque 1,5 million de luminaires connectés dans le monde. Je ne sais pas si tu imagines, Frédéric, de mettre 1,5 million de luminaires les uns à côté des autres. Ça fait une belle forêt quand même. Et donc aujourd'hui, on a déjà ce parc installé qui fonctionne bien et sur lequel on est en train de créer des couches de détection supplémentaires qui vont au-delà de l'éclairage pour offrir aux villes d'autres fonctionnalités sur base de ce qu'ils ont déjà installé pour gérer l'éclairage. Et c'est une aventure qui est évidemment passionnante et qui nous distingue d'un fabricant pur d'éclairage. C'est un chemin, mais c'est un chemin qui va nous amener très loin. Encore un mot sur la systémique. J'ai un jour eu l'occasion d'accompagner des spécialistes dans l'observation d'un troupeau d'animaux, qui est en fait un système particulier. Et on nous faisait remarquer que les leaders se tiennent à l'extérieur. Et donc, prochaine fois que tu croises un troupeau, par exemple des moutons, hein, les leaders se trouvent à l'extérieur, sont au contact de l'environnement. Ils ne sont pas comme on pourrait l'imaginer, au milieu. Toute leur suite. Non, non, ils se tiennent proches de l'environnement. Ah oui, il y a une manière de capter l'environnement extérieur pour mieux l'anticiper. Pour mieux gérer le troupeau, mieux défendre. Oui. Et alors, votre installation au Portugal, je crois qu'il y a une raison aussi, non, en termes d'attractivité de talent? Alors oui, il y avait effectivement, parce au départ, nous étions basés à Cologne et on avait énormément de mal à trouver des ingénieurs software, puisque évidemment, tout le monde se partage et s'arrache des ingénieurs software aujourd'hui. Et donc, l'idée de l'installer, cette start-up dans l'université de Nova, qui est une université très connue en business, hein, une université orientée en business, qui est située littéralement sur la plage près de Cascais, à l'extérieur de Lisbonne. Et donc, avec une attractivité importante dans le sens où on peut offrir un espace de travail qui est à la fois une université, donc qui est un site ouvert, avec un tunnel qui amène directement à la plage et en laissant à nos ingénieurs le temps de s'amuser quand il fait beau, mais de profiter aussi des bureaux et de travailler dans les bureaux lorsque le temps est mauvais, et finalement d'attirer des gens par un espace de vie et un cadre de vie assez remarquable, avec des activités sportives directement sous la main, un tunnel qui va directement à la mer, et finalement les possibilités de revenir travailler, de pouvoir travailler tard le soir, voire la nuit, et en fin de semaine de livrer son développement software, mais en ayant profité de la vie, si l'occasion se dessinait de pouvoir profiter de la plage, de l'environnement, de faire du surf ou de faire du kite, mais finalement, en fin de semaine, de livrer son travail à temps et à heure. Et ça nous a permis effectivement de pouvoir recruter près de 90 ingénieurs software en moins d'un an, ce qui était assez remarquable. À toutes les personnes qui recrutent des ingénieurs software vont être jalouses. Et on sait la difficulté de trouver ces profils. Et là, vous offrez un lifestyle tout en maintenant une exigence. Exact.
L'entreprise familiale, qu'est-ce que ça a de particulier de travailler dans une entreprise familiale? Alors, quand on dit entreprise familiale, on pense au petit commerce du coin. Là, on n'est vraiment pas dans cette taille-là, hein, donc, mais de Non, évidemment. Mais rien j'ai évidemment une expérience à la fois d'entreprise familiale et d'entreprise cotée en bourse, et donc je peux vraiment, sur Oui. base de mon regard, on peut vraiment comparer les deux. Alors, ce qui est très important dans une entreprise familiale, c'est vraiment l'attachement émotionnel, et c'est cet attachement très fort qui est à la fois une force et à la fois une faiblesse. À savoir que l'attachement fait en sorte qu'on a une vision sur quand même une certaine pérennité et une vision plutôt long terme qui est quand même toujours avantageuse. On agit rarement dans la précipitation, mais le côté émotionnel est très important parce qu'on touche, si on change quelque chose, si on a des mouvements de marché, on en parlait tout à l'heure, on a des mouvements de marché assez soudains pour le moment, ça crée aussi évidemment énormément de questionnements et énormément d'inquiétude et parfois aussi de volonté de réagir très vite. Et donc c'est très particulier. Ça demande plusieurs choses. Un, ça demande une gouvernance qui est tout à fait particulière, et une des forces de Schröder, c'est cette gouvernance. C'est assez remarquable. Il y a quand même peu d'entreprises qui peuvent dire ou se targuer d'être à la 4e génération et d'avoir toujours un actionnariat unifié, solide. Et les recettes de ce succès se trouvent dans la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont la famille gère sa vision de l'entreprise. Donc la famille agit ici par un conseil familial qui se réunit de façon très régulière, parfois avec le management, parfois sans le management. C'est pas le conseil d'administration. Non, ce n'est pas le conseil d'administration, c'est le conseil familial. Et ce conseil familial aligne l'actionnaire parce que finalement, puisqu'on est à la 4e génération, nous avons 5 branches familiales représentées au conseil d'administration. Et ça permet finalement à la famille de venir au conseil d'administration avec une vue déjà partagée des enjeux et une vision déjà harmonisée de leurs attentes vers le board. Et ça, c'est très important parce que sans cela, le management et le CEO, moi en l'occurrence, je pourrais me retrouver face à 5 tendances ou 5 attentes très différentes en fonction des branches familiales. Et forcément, les branches familiales peuvent avoir des visions différentes, hein. Mais ce débat-là intervient dans un conseil familial géré par un médiateur extérieur. Et donc, il y a un médiateur neutre qui joue la coordination et la prise de décision du conseil familial. Et puis ensuite, la famille vient au conseil d'administration avec déjà une feuille de route, une vision qui est déjà partagée et qui facilite à la fois le travail des non-exécutifs et le travail du management au sein du conseil. Et je pense que ça me fait penser, quelque chose dont je discute parfois des exécutifs, c'est ne déléguez pas à d'autres votre manque d'alignement. Si on n'est pas aligné, il ne faut pas compter sur d'autres personnes, on ne délègue pas à d'autres. On ne délègue pas à d'autres, mais par contre, ils ont un médiateur qui va les aider à trouver un consensus, à trouver une vision. Mais c'est quand même leur propre décision à la fin. C'est pas... Ils ont la sagesse de ne pas vous amener un désalignement disant débrouillez-vous avec ça. Voilà, exactement. Et donc, le rôle du médiateur, ce n'est pas un expert dans le lighting, ce n'est pas un expert business, c'est quelqu'un qui essaye simplement d'amener la famille sur des chemins constructifs de vision partagée des enjeux et des solutions à mettre en œuvre et des attentes, à exprimer les attentes de la famille d'une façon qui s'articule correctement pour le board. Et je pense que Schröder est très avancé dans cette gouvernance. Et cette gouvernance nous a toujours permis, je dirais, d'avancer correctement. Et avec, deuxième élément aussi, la famille s'appuie énormément sur les non-execs. Et là, ayant été un non-exec pendant quelques années chez Schröder, je peux dire que c'est un des rôles non-exec qui était le plus exigeant, parce que le non-exec chez Schröder est vraiment mis à rude épreuve. On doit rentrer dans le business, on doit comprendre le business, on doit accompagner parfois le business sur le terrain. Et c'est dès que la famille valorise vraiment la vie du non-exécutif. Et ça, c'est aussi un élément très important. C'est l'administrateur indépendant, réellement, alors, dans le sens... A vraiment un rôle très important, effectivement. Et là, on est 5 administrateurs. Il y a 5 administrateurs, chacun avec des caractéristiques particulières. Donc, quelqu'un est plutôt spécialisé sur l'aspect talent, quelqu'un est plutôt spécialisé sur l'aspect stratégique, quelqu'un qui est plus spécialisé sur l'aspect digital, par exemple. Et donc, d'essayer de faire en sorte d'avoir des non-execs qui, chacun, ont une spécialité en ligne avec les challenges du business, et faire en sorte que là aussi, il y ait une certaine pérennité. Je pense que ces éléments-là sont très importants. Et donc, oui, une société familiale est très attachante, mais elle a ces petits défauts qui sont ce côté émotionnel très fort, et que ça demande énormément d'échanges, de discussions et d'alignement. Mais en même temps, quand les instances sont bien gérées et qu'elles sont bien définies, ça se passe quand même
très, très, très bien. Deux questions, Philippe. La première, tu as parlé d'un non-exec talent. Ça intéressera les personnes qui suivent cette HR Masterclass. Donc, c'est un administrateur avec une casquette plus RH. Oui, tout à fait. On a vraiment ça aujourd'hui. On a effectivement une dame qui vient. Profil de cette personne? Oui, qui est un profil de ressources humaines, donc quelqu'un qui était en charge des ressources humaines dans un très grand groupe international et qui vraiment nous amène. Bon, elle gère aussi ici, elle est la présidente du comité de rémunération, évidemment, également, mais elle essaye d'amener notre politique de talent qui s'appelle People and Culture. C'est plus du RH, mais c'est plutôt People and Culture, et de développer le People and Culture avec des outils plus modernes et aussi de trouver aujourd'hui dans un monde qui est toujours partagé entre du global et du local, de trouver le bon équilibre, puisque finalement, on est dans un monde très diversifié avec 40 pays, 40 pratiques de rémunération, de bonus, d'incentives parfois différentes, et à la fois une structure groupe qui doit trouver sa place. Et donc, dans ces enjeux, il y a toujours des tensions entre tout ce qui est global et tout ce qui est local. Et avoir quelqu'un qui a l'expérience d'avoir travaillé au niveau du talent, dans des groupes internationaux qui ont déjà vécu ce type de tensions possibles, ça nous aide énormément à mettre en place des politiques qui soient à la fois solides globalement et acceptées localement. Tu as dit, c'est pas vraiment du RH, c'est du People and Culture. C'est intéressant, oui. Il y a une différence oui, sémantique. Effectivement, on a un peu évolué sur le fait que, bon, RH, on parle effectivement de tout ce qui est de relations humaines, mais nous, on estime beaucoup que dans une entreprise, la culture d'entreprise, et surtout quand elle doit évoluer, comme c'est le cas pour Schneider, on a une culture d'ingénieur au départ où le produit doit être parfait et on doit évoluer vers des solutions, aujourd'hui, de solutions clients avec plus de customisation, plus de rapidité, d'agilité. Et donc, on ne peut pas toujours se permettre d'être parfait. Cette culture est tout aussi importante que le talent. Et finalement, il faut associer le talent et la culture. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça People and Culture, parce que pour nous, ce sont ces deux éléments-là et la rencontre de ces deux mondes-là qui vont faire notre succès. Ce n'est pas simplement le talent et faire en sorte qu'on ait recruté les meilleures personnes. Non, mais il faut que ce talent puisse s'épanouir dans un aquarium qui est la culture d'entreprise. Et cette culture, elle doit trouver sa place dans une culture qui, à la fois, est globale et à la fois, parfois, se traduit en local. Et il faut qu'on s'y retrouve entre les deux. Et c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas non plus un travail abouti aujourd'hui. Mais on a bien aimé cette notion People and Culture parce que finalement, c'est ça qui fait la différence par rapport à nos concurrents. Oui. Deuxième question sur l'entreprise. Tu parles de la famille ou des familles. Est-ce qu'il y en a qui portent le nom de l'entreprise? Oui, donc on a encore des familles Schneider. On a au sein du conseil d'administration des Schneider qui sont encore là, bien sûr. Mais on a aussi des gens qui, évidemment, qui n'ont plus le nom de Schneider parce que leur maman était une Schneider. Et puis eux, ils sont dans l'entreprise aujourd'hui, mais ils ne portent plus le nom de Schneider. Mais on a les deux, effectivement. Récemment, quelqu'un m'a dit quelque chose et que je n'avais jamais intégré. C'est pas toujours facile, a priori pour un exécutif, pour un CEO, de porter le nom de l'entreprise ou que l'entreprise porte son nom. C'est plutôt l'inverse. Oui, effectivement. Et quand tu rentres, c'est ton nom au-dessus en plus, quoi. Donc, Oui, effectivement. Et ça s'est produit ici, puisque aujourd'hui, la famille n'est plus dans l'opérationnel de l'entreprise, mais elle l'a été jusqu'à la 3e génération, où plusieurs membres de la famille étaient aux commandes de l'entreprise. Ici, avec les plus jeunes générations, on a pour le moment, la gouvernance n'interdit pas un membre de la famille d'être dans l'opérationnel. Ce n'est pas interdit, mais pour le moment, on n'a pas de personnes de la famille dans l'opérationnel. C'est simplement un élément circonstanciel, ce n'est pas un choix délibéré. Et il est toujours possible à des membres de la famille de postuler pour rentrer dans le groupe, et c'est tout à fait autorisé. Ok. Tu parlais de la culture. Comment tu définis, toi, la culture d'entreprise? Ça veut dire quoi, une culture d'entreprise? Oui, c'est une bonne question. La culture d'entreprise, c'est quand même un peu, à mes yeux, le partage d'une langue commune. C'est-à-dire que c'est d'essayer de trouver des points d'accroche sur des manières de fonctionner et sur le respect de certaines valeurs qui sont où il n'y a pas de compromis possible. C'est-à-dire il y a des éléments de fonctionnement qui sont l'intégrité, le respect du client, des éléments clés sur lesquels on ne peut pas tergiverser et où il n'y a pas de compromis possible dans l'organisation et qui peuvent se traduire dans toutes les langues et dans tous les coins de la planète et dans lesquels on s'identifie, on se retrouve. Ça, c'est un premier point. C'est les valeurs qui nous unissent. L'autre élément, je pense, c'est effectivement d'essayer de mettre l'accent sur certains éléments sur lesquels on travaille. Et donc, nous, on a cette notion chez Schneider de développer ce qu'on appelle des on appelle ça des WIGs. Ce sont des Widely Important Goals. Et on en a généralement, on en a 3 pour le moment, mais qui sont là déjà depuis 2-3 ans. Ce sont trois objectifs qui nous rassemblent. Et on n'a pas besoin de 10 objectifs, tout le monde se perd dans ces objectifs-là.
le premier objectif qu'on a, c'est de commercialiser le nombre le plus élevé de luminaires connectés. C'est assez simple, c'est l'évolution de notre business. Le deuxième élément, ça concerne vraiment l'évolution de notre business, c'est-à-dire qu'on veut augmenter le chiffre d'affaires qui est en dehors du secteur routier, puisque nous, on a un grand secteur qui est la route, et il y a un très grand volume d'éclairage qui part vers les routes. Et aujourd'hui, on sait que les routes sont déjà lédifiées dans bon nombre de pays, et que donc le marché, maintenant, se déplace vers le cœur des villes, vers les stades de sport, vers les aéroports, les gares, et donc on part vers un marché plus diffus. Et donc notre WIG numéro 2, c'est d'augmenter chaque année notre revenu dans tout ce qui est en dehors du secteur de l'éclairage routier. C'est un objectif très facile à identifier pour tout le monde. Et le troisième, c'est l'excellence client. Je parlais souvent du client. Dans l'excellence client, c'est vraiment le délai de livraison, la qualité de fourniture, c'est-à-dire le nombre de défauts qu'on peut avoir, et d'avoir des objectifs très clairs là-dessus, et de les mesurer. Et ce qu'on appelle le end-to-end delivery, c'est très important, c'est mesurer le temps qu'il faut entre le passage de la commande d'un client et le moment où il est livré. Les usines, d'habitude, se disent « oui, mais moi, j'ai délivré à temps » parce qu'ils regardent leur propre temps de fabrication. Mais ça, c'est très égoïste. Moi, je regarde ça du côté client. Qu'est-ce que le client voit et qu'est-ce que le client mesure? Et ça, c'est notre 8-3. Et c'est en fait, la culture d'entreprise, c'est aussi de se dire, peu importe où nous soyons dans le monde, ça, ce sont nos 3 objectifs importants et nous y attachons, nous travaillons sur ceux-ci et tous les jours, nous faisons en sorte d'améliorer, augmenter le nombre de points connectés, augmenter notre chiffre d'affaires en dehors du secteur routier et faire en sorte qu'on améliore nos délais de livraison et qu'on réduise encore les problèmes de qualité. Et si on s'y met tous, on y arrive et on voit vraiment que nos KPIs que l'on mesure et que l'on présente à chaque webcast dans l'entreprise, on montre des progrès et tout le monde s'y attache et ça, c'est vraiment très important. Et donc, c'est des valeurs d'entreprise et à la fois 2-3 objectifs majeurs sur lesquels on s'associe, qui sont faciles à retenir et que tout le monde peut retenir. Oui, chouette. Est-ce que tu as vécu des échecs dans ta carrière ou commis des grosses erreurs qui ont été facteurs d'apprentissage? Alors, on a tous commis en tant que manager des erreurs et peut-être heureusement, parce que c'est comme ça qu'on progresse, certainement. Alors, je dirais les premières erreurs qu'on fait, c'est forcément dans le recrutement. C'est toujours, tu es bien placé pour le savoir, mais il arrive que malgré l'expérience que l'on ait, qu'on se trompe sur du recrutement ou du profil, malgré l'expérience que l'on a, malgré les assessments divers et variés qu'on peut avoir, malgré le recours de spécialistes au recrutement, etc. Et ça nous arrive encore aujourd'hui de nous planter. Il n'y a pas de recette miracle là-dedans. Et ça, c'est certainement le premier type d'erreur. Deuxième type, et ça c'est difficile, c'est dans les acquisitions, c'est de savoir à un moment, quand on est en négociation pour acheter des entreprises, donc il y a 2 éléments des entreprises, c'est la croissance organique. Il faut absolument avoir une croissance organique suffisante pour se payer les acquisitions, puisque c'est elle qui finance, c'est la croissance organique qui finance les acquisitions, notamment chez Schneider, c'est très important. Et après, il y a des acquisitions qui sont parfois très stratégiques, et c'est savoir à un moment s'arrêter dans la négociation de prix en disant je vais plus loin, j'y vais parce que j'y tiens absolument, ou bien je ne mets pas d'argent par après. Et là, j'avoue que parfois, on peut regretter de ne pas avoir fait le dernier mile, je dirais, de prix, et qu'après, on peut le regretter, ça m'est déjà arrivé. Et parfois, on se dit, non, j'ai pas... C'est loin dans le prix de ne pas avoir lâché assez, d'avoir laissé tomber trop tôt. Oui, c'est ça, ou d'avoir dit, je ne vais pas mettre cette somme-là, je ne vois pas le business plan, et puis après de se dire, j'aurais peut-être quand même dû le faire, et de venir auprès d'un board en disant, oui, mais là j'ai un multiple qui devient vraiment très élevé, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, mais c'est super stratégique, mais le return financier est à risque. Oui, ça, ce sont des arbitrages qui sont vraiment difficiles, j'avoue. Et sur ces 2 points-là, je pense que c'est là qu'il y a le plus d'erreurs possibles, c'est le recrutement, à mes yeux, et on est effectivement parfois déçus. Et d'autre part, sur les acquisitions, j'ai la chance, jusqu'à présent, d'avoir toujours réussi les acquisitions. C'est que les acquisitions qu'on a faites ont toujours délivré selon le modèle et le business plan qu'on a dépeint. Mais j'aurais parfois pu en faire 1 ou 2 en mettant un peu plus d'argent, mais je n'ai pas considéré que ces entreprises le valaient vraiment. Et parfois, je peux le regretter après. Quand je vois leur croissance après, je me dis, j'aurais peut-être quand même dû pousser à le faire davantage. Mais on agit un peu comme si c'était notre propre argent. Et donc, on est quand même très prudent. Voilà, et donc chez Schneider, on a aussi l'habitude d'acheter plutôt des entreprises qui vont bien, plutôt que d'acheter des entreprises qui vont mal, parce qu'on estime qu'acheter une entreprise qui va mal, il faut énormément de capacité managériale pour pouvoir trouver quels sont les problèmes et les remettre sur les rails. Et donc, on achète plutôt des entreprises qui vont bien, donc on les paye plutôt cher. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, après, elles délivrent et qu'on ne doit pas trop les intégrer. Ça, c'est un peu le principe. Et on fait pas mal d'acquisitions chez Schneider.
Mais effectivement, parfois on peut se dire, oui, stratégiquement, on aurait peut-être dû mettre un petit peu plus sur la table pour les avoir et on aurait peut-être gagné énormément de temps. Bon, oui, ce sont des choix, mais après, quand les choix ont été faits, il faut pouvoir tourner la page et se dire, voilà, on va faire ça et on va le faire autrement. Ça fait longtemps que tu as des responsabilités de type CEO et qui se sont exercées de différentes manières. Tu bénéficies d'un recul tout en ayant été placé haut dans l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé dans les entreprises? Qu'est-ce qui a changé notamment au niveau RH, au niveau talent? Je pense qu'il y a évidemment de grands changements, et notamment par rapport à l'attractivité pour les plus jeunes talents. Je dirais l'impatience aussi de grandir dans les organisations. Je pense qu'on a aujourd'hui énormément de challenges quand même dans des environnements qui sont changeants. Il y a des challenges de diversité qui sont importants, nous, comme une entreprise familiale, mais nous n'échappons pas à la volonté d'augmenter la diversité au sein de nos équipes. Et donc, on a des challenges de ce niveau-là qui ne sont pas toujours faciles. Notamment, on a un objectif, nous, d'avoir 40% de femmes dans le management. On n'y est pas encore tout à fait. On y travaille, mais on doit vraiment continuer à s'y atteler, premier élément. Deuxième élément, nous devons garder une motivation importante pour les gens. Dans un environnement difficile, on a beaucoup plus de télétravail. Je ne suis pas toujours persuadé, moi, de l'efficacité totale du télétravail. Je suis en train de revenir à un travail plus conventionnel. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Ce sont des sujets très délicats dans l'organisation, mais moi, je reste persuadé que le teamwork est là. On parlait tout à l'heure de partager des valeurs, de partager une culture d'entreprise. Oui, ça se fait pas à la maison, ça se fait quand on est avec d'autres et quand on travaille ensemble. Dans le télétravail, c'est la connexion entre les gens? Alors, je pense que c'est quelque chose qui parfois manque, effectivement, et que revenir au bureau, c'est fondamental pour recréer ces liens qui font en sorte que les gens travaillent bien ensemble et que le lien informatique, il a quand même ses limites aujourd'hui. Alors, je peux paraître un peu conservateur quand je dis ça, mais j'y crois quand même. Je pense que quand même, il y a humainement une alchimie différente lorsqu'on est ensemble et qu'on passe du temps ensemble. C'est quand même tout à fait autre chose. Et donc, ça, ce sont des défis. Je pense qu'il y a des défis aussi de rémunération. Aujourd'hui, on travaille dans des environnements internationaux. Et donc, la mobilité est une grande question. On est plus frileux à la mobilité, à déplacer des gens à cause des packages nécessaires, à cause des familles qui doivent se déplacer. Dans un groupe comme le nôtre, il y a des expertises qui sont utiles à partager et à déployer dans le monde, mais on va y réfléchir plutôt 2 fois qu'une aujourd'hui, en essayant plutôt de développer des talents en local pour une question simplement de coût. Donc on a quand même des défis qui sont importants. Et puis alors, il y a toujours cette notion, effectivement, de développement de carrière lorsqu'on a 40 entités dans le monde et que si on veut grandir et qu'on est très bon dans une petite entité régionale, mais la seule possibilité de grandir dans le groupe, c'est forcément un déplacement et c'est forcément de revenir vers le centre ou d'aller dans une activité plus grande. Et donc ça veut dire d'office de la mobilité et d'office des coûts importants. Par le passé, il y a 20 ans dans la carrière, on ne se posait pas la question, on disait quelqu'un qui est bon, hop, il se déplace dans le groupe. Aujourd'hui, on va se dire, oui, mais bon, oui, on peut le déplacer, mais en même temps, on pourrait peut-être trouver aux États-Unis quelqu'un de tout à fait valable en local et on va y réfléchir à 2 fois. Donc c'est devenu, quand même, ces éléments-là sont devenus plus compliqués, plus challenging. Et puis l'autre élément, c'est, je pense aussi, et c'est normal, on doit sans cesse, dans une entreprise, communiquer pour être sûr que les gens sachent où on est dans le parcours, connaissent les objectifs, qu'on les répète si nécessaire, qu'on les répète si nécessaire. Je pense que cette communication est dans ma carrière, j'ai toujours considéré que j'ai appris finalement que c'était un entonnoir avec un trou sans fin. C'est-à-dire, nos gens nous demandent toujours de communiquer davantage. Et donc, on veille à communiquer plus. Et plus on communique, plus on nous dit qu'on doit encore communiquer. Et je ne vois pas très bien la fin du tunnel parce qu'on doit toujours communiquer plus. Et à la fin, on ne sait plus très bien ce qu'on doit encore communiquer. Et donc, ça, c'est un peu, je ne vais pas dire un travers de notre monde aujourd'hui, c'est que tout le monde est avide d'infos, de communication fréquentes. Et on a l'impression que c'est jamais assez, quoi. Et donc là, j'avoue qu'à un moment, je me pose la question de savoir où s'arrête cette attente, qui est une attente plutôt saine. Je pense que les gens sont curieux de connaître l'environnement, de comprendre dans quel environnement on navigue et qu'est-ce qui change dans notre réflexion. Mais en même temps, comme je l'ai dit, les objectifs sont quand même assez clairs, on sait vers où on avance. Et donc, il faut aussi construire, il faut agir et il faut aussi pouvoir travailler, quoi. Oui, puis j'imagine parfois les gens aimeraient savoir des choses que tu ne sais pas toi-même. Ça peut arriver, tout à fait. On me pose parfois des questions, effectivement, en me disant de quoi sera fait l'avenir de tel marché.
bon, pas forcément, on n'a pas toujours une boule de cristal, mais on est dans un monde qui est très avide d'informations aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des principes managériaux ou des tendances dont tu dis non, là, ça c'est quand même, là, je n'adhère pas? Non, je suis quelqu'un d'assez ouvert parce que je pense que le monde évolue et on doit vraiment essayer d'être curieux. Moi, j'ai toujours été de nature curieuse. Je n'ai aucun a priori en disant, j'ai pas d'extrême en disant ça je fais pas, ça je fais. Il faut voir les circonstances et dans quel environnement on peut avoir des idées créatives et des idées nouvelles. Mais je n'ai pas de dogme particulier sur lesquels je n'avance pas. J'estime justement qu'on a des jeunes talents remarquables qui peuvent grandir très vite dans une organisation. Je ne suis pas pour obliger à passer par des étapes lourdes et pénibles quand les gens sont doués. Ce que je pense par contre, c'est que j'exige de mes collaborateurs directs vraiment de partager et d'être des coachs pour leurs propres employés. Ça, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a une charge de travail tous très importante. On a énormément de choses à délivrer. Et donc, le danger, c'est qu'on est tous pris dans une spirale de delivery et que dans cette spirale de delivery, on ne prend pas le temps de coacher, de mentorer les gens pour qu'un jour, ils puissent faire une partie du travail que nous, on fait. Or, moi, c'est indispensable pour moi parce que moi, j'ai toujours été curieux et que j'aime pas la routine. Et donc, moi, si je peux me libérer de quelque chose que je fais souvent et sur lequel je n'apprends plus, je le délègue avec plaisir parce que ça me permet d'avoir du temps nouveau pour créer quelque chose. Si on part d'un principe que toute l'organisation fonctionne comme ça, on peut imaginer que toute l'organisation peut évoluer. C'est très théorique. Mais je trouve que dans les organisations, on ne laisse pas assez de place et les managers ne passent pas assez de temps à expliquer ce qu'ils font et à donner la chance à d'autres de faire ce qu'ils font. Et c'est pourtant une base ou quelque chose qui est élémentaire pour pouvoir progresser. Et pour qu'une organisation intéressant qui est de dire si tu passes ton temps à faire quelque chose que quelqu'un de ton équipe pourrait faire, non seulement tu l'en prives, et lui ça l'intéresse sans doute de pouvoir le faire, mais pendant ce temps-là, tu ne libères effectivement pas du temps pour faire quelque chose que tu es peut-être le seul à être capable de faire à ce moment-là. Exactement. Oui, il y a des choses parce que tu n'es pas sur les bons sujets toi-même. Exactement. Et donc, on est par la nature du... Ben oui, tout va vite aujourd'hui parce qu'on est connecté en permanence et qu'on est sollicité de tous azimuts. Je ne compte pas le nombre de mails que je reçois par jour. On est tous dans une culture de faire très rapidement. Or, le CEO, le management, nous devons garder un espace de créativité, nous devons garder un tampon de réflexion. Oui, il y a la gestion du présent, la préparation du futur, évidemment. Voilà. Et le plus difficile pour les managers aujourd'hui, mais c'est le cas pour moi comme pour mes managers directs, c'est de s'assurer qu'on ait ces 10-15% de temps pour encore réfléchir, rêver et pouvoir prendre du recul par rapport au business. Parce qu'autrement, on a vraiment la réalité, et en plus dans un marché géopolitiquement très tendu comme on a le cas aujourd'hui, on est face à des incendies fréquents. Et le danger, c'est d'être dans une culture de l'action-réaction. Et ça, je trouve, pour une équipe de management, c'est jouable pendant une période très courte, mais ce n'est pas jouable sur le long terme. Et comment tu fais, toi, pour maintenir ton énergie et tenir dans la durée? Parce qu'effectivement, ce sont des rôles qui demandent énormément. On rajoute là-dessus des bombardements en Ukraine, des crises ici, des incendies là-bas et des voyages internationaux. Tu nous disais que tu étais en Australie récemment, mais la fois précédente, tu étais aux US. Enfin, voilà, je sais que tu voyages énormément. Et comment tu fais pour maintenir une vie vivable et de l'énergie et cet enthousiasme qu'on voit là? D'abord, je pense que c'est d'abord la passion, parce que en fait, je pense qu'on a d'abord une responsabilité, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité par rapport à un actionnaire qui nous fait confiance. Et moi, cette responsabilité-là qu'on nous donne, nous, à l'équipe de management, je considère que c'est un cadeau exceptionnel de pouvoir être honoré de cette confiance. Dès lors, on est redevable, et ça, c'est très important, c'est que cette confiance, elle mérite aussi un retour vers l'actionnaire, et donc on est redevable de délivrer le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la passion, parce que, effectivement, en créant une culture d'entreprise progressiste, en n'étant jamais content de soi-même, moi, j'ai appris que ne jamais être content et toujours se dire, mais on est tellement nul dans tel domaine, c'est ça aussi qui nous fait progresser. Le cocorico n'est pas très utile. Peut-être que même chez Schreder, on devrait peut-être accentuer un peu la culture du succès, parce qu'on a plutôt une culture négative. Mais cette culture négative, elle a ce côté de ne jamais être content et de chaque fois nous remettre sur le métier. Elle est l'amélioration constante. Et donc ça, c'est aussi un autre moteur qui est de dire, ouais, il y a encore moyen de faire mieux, on est quand même encore tellement nul là et là que ce sont des choses qui sont sous notre contrôle, qu'on peut influencer et sur lesquelles on peut agir pour faire changer les choses. Et puis l'autre élément, c'est l'aventure humaine, c'est que si on peut amener 2700 personnes, 2700 familles qui vivent d'un rêve, qui vivent d'une vision
et que ces gens peuvent en vivre, se développer eux-mêmes, trouver une entreprise entreprenante dans laquelle ils ou elles peuvent grandir aussi, c'est aussi une responsabilité importante qui est très motivante. Moi, je trouve ma motivation vraiment là-dedans. Maintenant, je ne cache pas que c'est lourd et que on a peu de vie privée, on est toujours dans des décalages horaires compliqués, on agit à l'échelle planétaire, donc le matin, très tôt, on est avec l'Australie, l'Asie du Sud-Est au téléphone, et le soir, on est avec les Américains. Mais c'est comme ça c'est la vie d'un business international, c'est sa richesse Par aussi. exemple, le temps de lire, est-ce que tu trouves le temps de lire? Alors ça, c'est les avions. En fait, la seule chose que je me suis toujours gré, c'est que dans un avion et sur les vols long courriers, je ne travaille pas. Et en fait, c'est le seul endroit, et je parviens à résister malgré les Wi-Fi exceptionnels qu'on rencontre maintenant dans les avions. Et je vois déjà mes voisins, passagers voisins, qui sont tous connectés et en train de répondre à leurs emails dans l'avion. Je résiste jusqu'à présent en me disant que c'est un moment unique où je suis généralement seul, ou en tout cas, ou si je suis avec des collègues, c'est un moment unique pour réfléchir, parce qu'effectivement, c'est souvent dans les avions qu'on a eu les meilleures idées, quand on est éloigné du terrain et qu'on a un peu de temps vraiment détaché pour réfléchir. Mais pour moi, tout seul également, c'est un moment où je lis, et c'est le moment, là, je reviens d'Australie, donc je viens de passer 2 fois 23 heures d'avion, et j'ai un moment de qualité exceptionnel parce que c'est un moment pour moi. Alors ici, cette fois-ci, je suis parti sur des romans. Donc je suis vraiment parti sur quelque chose de tout à fait détaché, qui sont toute la série des livres sur c'est la prof. Tu vois toute cette série de livres qui sont plutôt des histoires criminelles qui sont sorties récemment. Et donc j'essaye de me détendre en lisant des choses qui ne sont pas forcément business. J'avoue que les livres, tout ce qui concerne des livres très business, j'essaie d'éviter quand je suis en voyage, parce que j'ai juste envie d'avoir un peu du temps libre, d'arriver frais sur place avec un esprit où mon esprit a été rafraîchi par d'autres, par quelque chose de roman, c'est la meilleure chose pour se reposer le cerveau. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bénéfique pour le cerveau. Quel serait un conseil que tu partagerais, ou une pensée que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous suivent? Alors, je n'ai pas de prétention d'avoir des pensées tout à fait exceptionnelles ou uniques. Je suis juste la somme de plusieurs expériences qui fait en sorte qu'on a un certain regard sur la manière dont les choses fonctionnent. J'ai parlé tout à l'heure d'humilité et de faire grandir les autres. Je reste persuadé que c'est le rôle d'un CEO et que parfois, il faut être le leader et il faut être à l'avant, à la proue du bateau, parce que c'est quand même important aussi de prendre des décisions, de montrer que quand il faut, il y a un maître à bord, c'est important. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose de plutôt, dans mon chef en tout cas, c'est quelque chose de plutôt, pas dire exceptionnel, mais c'est pas ce que je recherche. Mais la fonction le nécessite et exige cela à des moments bien précis. Mais moi, j'aime bien mettre en avant mes gens, j'aime bien mettre en avant mes équipes, parce que finalement, on l'a dit, l'aventure d'une entreprise comme Schrader, qui a déjà 120 ans d'expérience, c'est qu'elle doit se poursuivre et que derrière, il y a d'autres gens qui prendront le relais. Et moi, j'inscris mes actions dans cette perspective-là, qui n'est pas une échelle de temps, qui est mon échelle de temps, mais c'est l'échelle de temps d'une famille qui a envie de transmettre ça à la 5e, 6e, 7e génération, et que pour eux, on doit construire quelque chose qui est pérenne, et qu'on n'est que de passage sur ce chemin pour marquer, en tout cas, ou pour réussir quelque chose que d'autres vont entreprendre derrière. Et donc, cette transmission, pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. Et je suis vraiment dans un rôle aujourd'hui où j'ai du plaisir à transmettre, et j'essaye d'être cet élément de transmission. À ce sens, s'il t'était donné la possibilité de te rencontrer toi-même quand tu terminais tes études, quel serait le conseil que tu te donnerais? Je me dirais d'oser, parce qu'en fait, je pense que j'étais quelqu'un, comme tout ingénieur, je ne vais pas dire craintif, mais quelqu'un qui a besoin de preuves et d'évidences mathématiques pour pouvoir avancer. Et donc, j'avais un esprit très, très logique et très, très cartésien, qu'il fallait passer par des démonstrations, je ne vais pas dire mathématiques, mais quand même des démonstrations assez claires pour pouvoir avoir des croyances et pouvoir avancer. En fait, j'ai remarqué que l'entrepreneuriat, c'est aussi oser, c'est aussi rêver, et que toutes ces notions qui sont un peu soft sont fondamentales dans la réussite d'une entreprise. Et peut-être que j'aurais dû créer ma propre société et que j'aurais peut-être effectivement, s'il y avait eu plus de courage au départ et j'avais eu moins peur ou moins de crainte, je venais pas d'une famille d'entrepreneurs, et que peut-être que j'aurais plus facilement fait le pas de créer moi-même un business, d'avoir créé de la valeur moi-même, plutôt que de l'avoir fait pour d'autres. C'est peut-être la chose que je me serais dite. Et en fait, je me serais peut-être dit aujourd'hui, oui, en fait, tu en étais capable, mais tu n'as pas cru en toi-même. Ou en tout cas, tu n'as pas eu ce cran
comme beaucoup de gens l'ont, et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui se lancent au départ de rien, parce que finalement, oui, c'est faisable, et c'est tout à fait faisable, et c'est à la portée de celui qui en a envie, et c'est un fameux parcours, mais c'est un parcours passionnant, c'est un parcours d'entreprise. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un rêve, de le traduire, de le partager à d'autres, et une science aussi, d'associer d'autres personnes à son propre objectif, et de faire en sorte que les gens s'y accrochent, et autant de plaisir que vous à y contribuer. Quand on regarde ça, c'est juste magnifique d'entreprendre. Magnifique. Merci Philippe. Merci pour tes lumières. Merci pour ta lumière. Joli, c'est joli. Voilà. Et oui, merci pour ta participation au podcast. C'était très, très chouette. Merci pour tes questions aussi, qui font toujours réfléchir et qui sont intéressantes. Et puis j'espère pouvoir faire réfléchir d'autres également, puisqu'en fait, tout le monde me fait réfléchir également. Et donc voilà, si je peux redonner un peu de ça, je le fais avec plaisir. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.